Alors après ce débat passionnant qui nous a fait faire le tour du monde, cap plus spécifique sur l'Europe, avec, comme l'a dit Ulysse, une question un peu plus terre à terre, mais pas moins importante pour beaucoup d'entre vous dans la salle. Quelle perspective pour les entreprises cette année? Alors, bon, pour être tout à fait honnête, c'est une question que nous nous posions déjà il y a exactement un an, pour toutes celles et ceux qui étaient parmi nous. Et à l'époque, le point clé sur lequel nous insistions était que finalement nous étions très proches du pic de croissance, que les entreprises en Europe commençaient déjà à éprouver des difficultés pour recruter, ce qui en général est un signe de fin de cycle, et donc il fallait s'attendre à voir émerger certains signes de ralentissement en 2018. C'est ce qui s'est passé, notamment vers la fin de l'année, vous le savez, et en particulier dans l'industrie, puisque, vous le savez aussi, l'industrie donne toujours le là en matière de cycle économique. Alors le résultat, vous le voyez derrière moi ou en face de vous, eh bien, c'est que pour la première fois depuis 5 ans, la production industrielle a été en territoire négatif, a cru négativement, a baissé donc en fin d'année dernière, ce qui marque, et ça va en surprendre certains peut-être, la fin du plus long cycle d'expansion industrielle en Europe de ces 30 dernières années. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, la question suivante, c'est bien sûr quelle suite? Est-ce qu'il faut s'attendre à un remake de 2008, avec, comme vous le savez, une chute de la production? Est-ce qu'à l'inverse, il faut s'attendre à simplement un épiphénomène? Ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire, vous le voyez derrière moi, avec des toutes petites baisses qui ensuite sont reparties immédiatement à la hausse. Ou alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un scénario intermédiaire, type 2001-2002, à la suite de l'éclatement de la bulle Internet et de ses conséquences, c'est-à-dire une récession, certes, mais de nettement moindre ampleur que celle que nous avons connue en 2008. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, les économistes, nous savons plutôt assez bien anticiper et analyser les moments où le cycle se retourne. Ensuite, il faut l'avouer, nous sommes quand même nettement moins bons pour évaluer la pente de la courbe une fois que le cycle s'est retourné. Alors, la bonne nouvelle pour moi et mes collègues, c'est que nous sommes économistes chez Coface et donc nous pouvons utiliser toutes les données en matière d'expérience de paiement dont nous disposons. Et donc, c'est ce que nous avons fait pour plusieurs pays européens, créer notre propre indicateur économique avancé qui tient compte, d'une part, de notre expérience de paiement chez Coface, d'autre part, d'un grand nombre d'indicateurs macroéconomiques et sectoriels, une 50aine pour la France et une 20aine pour l'Italie et l'Allemagne. Et donc, quand nous combinons tout ça en utilisant une méthode statistique appelée les analyses en composantes principales, eh bien, nous aboutissons à cet indicateur économique avancé que vous voyez derrière moi pour plusieurs pays européens. Donc, c'est la courbe en vert. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, vous le constatez comme moi, dans le passé, pour ces 3 pays, bonne nouvelle, cet indicateur est plutôt bien corrélé, même très bien, avec la croissance, même en période de changement brutal de tendance, comme en 2008. Et donc, que faut-il en retenir pour ces 3 pays? Regardez peut-être un peu plus précisément ce qu'il y a dans les bulles en orange. Eh bien, dans le cas de l'Italie, il faut s'attendre à avoir toujours une croissance négative dans les 3 à 6 mois à venir. Dans le cas de l'Allemagne, une croissance sans doute proche de 0. Et dans le cas de la France, un peu mieux, mais quand même une tendance au ralentissement à laquelle il faut s'attendre. Donc on peut déjà, d'ores et déjà, peut-être gommer et oublier le scénario de l'épiphénomène dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ensuite, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les entreprises? Eh bien, vous le voyez encore une fois sur ce graphique avec nos prévisions en matière de défaillance d'entreprise. Dans 20 des 26 pays européens pour lesquels nous disposons de données de défaillance d'entreprise, nous anticipons que cette année, il y en aura plus que l'année précédente. C'était seulement 16 en 2018 et seulement 10 en 2017. Donc très clairement, une tendance à la hausse de la sinistralité. Ceci dit, vous le voyez aussi, cette tendance n'est pas homogène. Certains pays sur la partie gauche du graphique, comme le Portugal pour n'en citer qu'un, devraient continuer de voir leur nombre de défaillances baisser. À l'inverse, complètement à l'autre bout du graphique, vous constatez comme moi qu'il y a un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne ou la Hongrie. Juste derrière, l'Italie, je vais y revenir, et la Suède, 2 pays pour lesquels nous avons déclassé l'évaluation pays en 2018. Et puis, bien sûr, le Royaume-Uni avec
les modalités du Brexit que vous connaissez. Alors ceci dit, quand même, pour la majorité d'entre eux, qui sont au centre du graphique, nous anticipons certes que le nombre de défaillances va augmenter, mais cette hausse sera d'une ampleur relativement modeste. Et puis surtout, il faut quand même garder à l'esprit que dans ces pays-là, eh bien, le niveau de défaillance de départ est bas, et même plus bas pour beaucoup d'entre eux que celui d'avant-crise. Alors c'est le cas de la France. Au final, il n'y aura eu guère plus que 52 000 défaillances en 2018, avec, dans le détail, vous le voyez sur le graphique de droite, une année très clairement en deux temps, avec au premier semestre une baisse dans la quasi-totalité des secteurs, et puis au deuxième semestre une hausse dans la quasi-totalité des secteurs. Le point de fracture aura été le mois de mai, pour être précis, y compris dans la construction qui, vous le savez, tous les ans reste le secteur d'activité le plus pourvoyeur de défaillances d'entreprises en France. Alors, ce nombre de défaillances d'entreprises n'est en quelque sorte, il est intéressant, mais il n'est en quelque sorte que la partie émergée de l'iceberg des entreprises en difficulté. Xavier Durand le disait en introduction, il faut regarder au-delà de ce chiffre et notamment essayer de s'intéresser plus généralement à toutes les entreprises qui sont très endettées, qui sont peu profitables et qui pour autant parviennent quand même à se maintenir en vie, mais quasiment uniquement parce qu'elles bénéficient de conditions de financement très favorables, dit autrement, d'un environnement de taux bas. Et donc, quand on essaie de quantifier un peu ce nombre d'entreprises, vous le voyez sur le graphique de gauche avec la barre en turquoise, on aboutit à un nombre assez significatif d'entreprises qui représenterait, quand on additionne ça avec les entreprises défaillantes, à environ 6% d'entreprises qui sont dans une situation difficile. La bonne nouvelle quand même dans le cas de la France, c'est que vous savez qu'un des risques dans ce cas de figure, c'est que ces entreprises trop endettées accaparent une partie trop importante des ressources de financement du secteur bancaire, ce qui empêcherait finalement le tissu productif français de se renouveler. Ce n'est pas le cas en France, puisqu'en 2018, il y aura eu 385 000 créations d'entreprises, même quand on ne tient pas compte des auto-entrepreneurs. C'est 9% de plus qu'en 2017, qui avait pourtant déjà été une année faste. Alors, passons maintenant à l'Italie. Vous le savez, l'année 2018 a été marquée par des incertitudes politiques qui ont mené à la formation d'un gouvernement pour le moins inattendu. Ça rappelle ce qui s'est passé en 2011-2012, hausse des taux souverains, conditions de crédit pour les entreprises plus strictes, baisse de la confiance des entreprises pour aboutir à ce que vous avez vu la semaine dernière, c'est-à-dire la troisième récession officiellement au cours des 10 dernières années. L'avantage quand même de ce précédent de 2011-2012, c'est qu'aujourd'hui, il nous permet quand même, avec un peu plus précisément, d'essayer d'anticiper ce qu'il pourrait se passer cette année. Et à l'époque, il faut garder à l'esprit que c'était principalement les PME qui étaient les entreprises les plus touchées par ce qui s'était passé. Et donc, très précisément, eh bien, aujourd'hui, ces PME, certes, ont un niveau de profitabilité qui est tout à fait correct. C'est la barre bleue tout à fait à gauche du graphique, donc avec un taux de rendement du capital supérieur à 5%. La deuxième bonne nouvelle, c'est que moins de PME aujourd'hui qu'à l'époque sont dépendantes de financement bancaire, parce qu'elles en ont été exclues à l'époque et donc aujourd'hui ont davantage appris peut-être à s'autofinancer. Mais malgré ça, vous voyez que si on prend un scénario de risque où leur coût moyen de l'endettement augmenterait de 500 points de base, eh bien, leur profitabilité serait négative, donc elles enregistreraient des pertes. Alors vous allez me dire, c'est un scénario de risque extrême, parce que c'est le scénario qu'on avait observé en 2011-2012, mais même si on prend un scénario intermédiaire que vous voyez au milieu sur ce graphique de gauche, avec une hausse du coût de leur endettement moyen de 300 points de base, ce qui n'est pas très éloigné par rapport à la hausse des spreads souverains que nous avons observé depuis le milieu de l'année dernière, et bien dans ce cas-là, la profitabilité moyenne de ces PME serait divisée par 2. C'est la barre en bleu que vous voyez sur ce graphique de gauche. Et donc l'impact serait encore plus élevé si on ne tenait compte, bien sûr, que des petites entreprises. Donc ça, c'est pour l'impact général. Maintenant, secteur d'activité par secteur d'activité, eh bien, si on se réfère à notre baromètre sectoriel que nous actualisons tous les trimestres, grâce à notre expérience de paiement toujours, bien sûr, grâce à l'expertise de tous les analystes crédits, les arbitres que nous avons
dans le monde entier, de nos économistes et bien sûr d'un grand nombre de données financières pour toutes les entreprises cotées qui publient leurs comptes, eh bien vous aboutissez à ce baromètre allant de vert, qui est le niveau de risque le moins élevé, à rouge vif, qui est le niveau de risque le plus élevé. Et donc dans ce contexte, le secteur le plus à risque, c'est sans surprise la construction, vous voyez, du rouge vif. Alors parmi les changements que nous annonçons aujourd'hui, vous voyez aussi un secteur d'activité qui est l'automobile. Ça ne va pas vous surprendre pour différentes raisons. L'une d'entre elles, bien sûr, c'est la montée des craintes, et elle n'est pas propre, bien entendu, à ce qui se passe en Italie, elle est plus générale en Europe, c'est la montée des craintes liées au protectionnisme. Alors ça a été un grand sujet, voire même le grand sujet en 2018. Le président américain a beaucoup fait d'annonces en la matière. Certaines de ces annonces, pas toutes, ont été suivies des faits. Globalement, pour les entreprises européennes à ce stade, l'impact direct de ces mesures est gérable. Ceci dit, faut-il en conclure que les entreprises européennes, en ce début d'année 2019, peuvent se considérer comme étant immunisées face à ce risque protectionniste? Pour nous, pas du tout, pour une raison très simple qui est, en 2019, eh bien, les entreprises vont de plus en plus avoir à faire attention, pas seulement à ces effets directs, mais aux effets indirects, secondaires de contagion qui sont liés aux mesures protectionnistes qui ont été prises en 2018. Dit concrètement, lorsque Donald Trump et l'administration américaine décident d'augmenter les droits de douane sur des importations d'automobiles en provenance de Chine, certes, l'impact direct va être ressenti par les entreprises du secteur en Chine, mais l'impact indirect va aussi être ressenti par tous les fournisseurs de la Chine. Or, le premier fournisseur de la Chine en matière de composants automobiles, c'est l'Allemagne. Et le cinquième et donc deuxième européen, c'est la France. Donc, pour y voir plus clair, nous avons essayé à travers un modèle de quantifier tous ces effets indirects. Donc, nous avons regardé les flux de valeur ajoutée entre pays pour 63 pays dans 13 secteurs d'activité. Donc, au total, ça nous a donné 500 000 lignes de données à regarder. Et le résultat, vous le voyez derrière moi, il est qu'au niveau mondial, en moyenne, lorsque les États-Unis décident d'augmenter leurs droits de douane de 1% sur un pays ciblé, par exemple la Chine, eh bien, les partenaires commerciaux de ce pays ciblé, donc en l'occurrence la Chine, voient leurs exportations vers la Chine baisser de 0,5%. Donc c'est la barre en turquoise que vous voyez à l'intérieur de la bulle. Sans surprise ensuite, secteur d'activité par secteur d'activité, eh bien, ceux qui sont le plus affectés sont de très loin tous ceux qui sont liés aux machines et aux équipements. Et ensuite, vous voyez la dénomination équipement de transport qui, en fait, englobe principalement le secteur automobile. Maintenant, la deuxième étape, c'est que nous nous sommes dit, refaisons ces calculs, non pas à l'échelle du monde, mais uniquement pour l'Europe. Et là, ce sont les barres en bleu que vous voyez. Alors, dans la majeure partie des cas, les résultats sont identiques. Un même impact significatif global avec les mêmes secteurs d'activité qui ressortent comme étant les plus affectés, en particulier l'automobile. Deux secteurs d'activité quand même pour lesquels il y a des distinctions notoires. Le premier, c'est la chimie. Dans le cas de notre modèle à l'échelle mondiale, il n'y a pas d'impact significatif. En revanche, il y en a un quand on s'intéresse uniquement à l'Europe. Alors comment interpréter ça? Eh bien, une interprétation possible est de dire qu'en Europe, eh bien, nous avons des avantages comparatifs dans ce secteur d'activité de l'industrie traditionnelle. Et donc, eh bien, nos champions nationaux ou nos champions régionaux seraient davantage affectés que la moyenne en cas de choc protectionniste dans ce secteur d'activité-là. Autre exemple, et même un exemple inverse, l'électronique, que vous voyez aussi derrière moi, avec un impact significatif à l'échelle mondiale, mais pas du tout pour l'Europe. Et donc là, on peut se dire, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises européennes du secteur semblent être immunisées en quelque sorte en cas de choc protectionniste qui toucherait ce secteur d'activité-là, mais sans doute pour de mauvaises raisons, parce que nous n'avons pas assez su développer des champions nationaux ou régionaux dans ce secteur d'activité. Dit concrètement, lorsque Donald Trump décide d'augmenter des droits de douane sur les importations de smartphones en provenance de Chine, eh bien, ce sont principalement des fournisseurs asiatiques de la Chine, en l'occurrence, qui vont être touchés, et finalement peu d'Européens. Donc, si on fait un premier bilan à mi-parcours de cette présentation, globalement, en 2019, les entreprises vont devoir gérer les effets du ralentissement et ces effets indirects du protectionnisme, même s'il n'y a pas de nouvelles mesures directes qui sont annoncées.
Donc une question qui se pose à ce stade, c'est finalement, est-ce que les économies européennes abordent cette période un peu plus difficile dans une situation plus solide ou dans une situation plus fragile qu'elle ne l'était à l'époque du précédent choc, du précédent retournement qui était 2011-2012. Et vous le savez comme moi, cette crise des dettes souveraines en zone euro à l'époque, eh bien, elle révélait surtout une hétérogénéité des différents pays de la zone. C'est-à-dire que quand l'euro a été créé il y a exactement 20 ans, il impliquait une politique monétaire commune pour un pays comme l'Espagne, où le taux d'inflation et le taux de croissance étaient 2 fois supérieurs à celui de l'Allemagne. Le résultat, vous le connaissez, il a généré une croissance du crédit excessive parce que les taux d'intérêt étaient inadéquats et trop bas dans le cas de l'Espagne, avec un creusement de déficits budgétaires et commerciaux, avec les conséquences que vous connaissez. Maintenant, la bonne nouvelle aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, c'est que si on regarde la situation actuelle, eh bien l'écart moyen entre les différents taux d'inflation et taux de croissance des différents pays de la zone euro n'a jamais été aussi bas. Et quasiment la même chose pour les balances commerciales. Conclusion, eh bien, le cycle économique aujourd'hui en zone euro sont de plus en plus similaires, sont de plus en plus synchronisés. Dit autrement, ils ressemblent de plus en plus à ce qu'on appelle en théorie économique, la zone euro ressemble de plus en plus à une zone monétaire optimale. C'est-à-dire que ces différents membres sont de moins en moins hétérogènes. Donc ce n'est pas le seul progrès, bien sûr, qui a été réalisé en Europe au cours de ces dernières années. Le déficit public pour l'ensemble de la zone a été quasiment ramené à zéro. La croissance des salaires n'a jamais été aussi élevée aujourd'hui au cours des 10 dernières années. Et le taux de chômage, qui était à plus de 12%, est aujourd'hui inférieur à 8%. Pourtant, malgré ça, vous le savez aussi, le sentiment de mécontentement et de frustration n'a, semble-t-il, jamais été aussi élevé. L'Italie, les Gilets jaunes et d'autres exemples le confirment. Chez Coface, au cours des dernières années, nous avons passé beaucoup de temps pour essayer d'analyser, d'anticiper, de mieux quantifier toute cette question du risque politique. Nous vous avons proposé différents types d'indicateurs pour essayer de mieux l'anticiper. Mais finalement, une des leçons de tous ces derniers mouvements de contestation, c'est que, eh bien, dans beaucoup de cas, la frustration sociale telle qu'elle est ressentie par les opinions publiques diffère de ce que laissent ressortir les indicateurs, aussi sophistiqués soient-ils. Pour mieux comprendre cette question, je vous invite à regarder le graphique qui va apparaître d'ici quelques instants derrière moi, qui est en fait le résultat d'une enquête qui est menée par l'Institut de sondage Ipsos auprès d'un grand nombre de pays, dont 10 pays européens. Et derrière moi, donc, figurent les réponses à une question très simple, qui est, d'après vous, à quel rang mondial se situe votre pays dans le classement des PIB? Et donc, la réalité, vous la voyez sur l'axe des ordonnées, en turquoise, et en abscisse, sur l'axe des abscisses, donc vous voyez la réponse telle qu'elle est donnée par les personnes qui sont interrogées dans le cadre de ce sondage. Donc prenons un exemple, référez-vous au drapeau du Royaume-Uni. Maintenant, à partir de ce drapeau, allez sur l'axe des ordonnées, vous voyez la réalité. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, est la 5e puissance économique mondiale. C'est le 5e PIB dans le monde. Que nous disent les Britanniques? Eh bien, ils pensent qu'ils ne sont que 12e, ce qui est en fait la Corée du Sud. Maintenant, la France, qui est 7e, eh bien, les Français pensent qu'ils sont 15e, c'est-à-dire à la place du Mexique. Les Italiens pensent que leur économie est la 69e mondiale, et la palme revient à l'Espagne, qui pense être la 80e économie mondiale, qui est en fait le Liban. Donc, qu'est-ce qui ressort à travers ce graphique? Eh bien, le principal enseignement, c'est que vous voyez comme moi que tous les pays, sans aucune exception, sont sous la droite turquoise que nous avons tracée. Ce qui veut dire que dans tous les pays, les opinions publiques ont tendance à sous-estimer les performances économiques de leur pays. Alors, certains d'entre vous doivent se dire bon, c'est bien joli, mais cette question est anecdotique. C'est vrai, mais je vous invite maintenant à regarder les résultats à une autre question qui l'est beaucoup moins, parce qu'elle a beaucoup plus d'impact sur le sentiment de perception, sur le sentiment de frustration que peuvent avoir les populations. D'après vous, quel est le niveau du taux de chômage dans votre pays? Même principe, sur l'axe des ordonnées, eh bien, vous voyez les chiffres officiels tels qu'ils sont publiés, et sur l'axe des abscisses, eh bien, les estimations par les différentes opinions publiques. Allemagne, le taux de chômage le plus
faible, le plus bas de la zone euro, guerre supérieure à 3%, eh bien les Allemands pensent qu'en moyenne, il est à 20%. En France, le taux de chômage publié est à 9%, eh bien nous pensons qu'en moyenne, il est à 30%. 38% en Italie, 41% en Espagne. Même constat, tous les pays du même côté de cette droite. Alors, ensuite, pour être tout à fait complet, il faut quand même se poser une question qui est qui a raison? Est-ce que c'est l'indicateur ou est-ce que c'est la perception des opinions publiques? En tant qu'économiste, j'aurais plutôt tendance à dire à première vue, c'est l'indicateur. Mais quand on regarde un peu plus précisément, reprenons par exemple le chiffre de la France, 9%. Vous savez comme moi, quand vous lisez les articles qui commentent tous les trimestres la publication de ce taux de chômage, que ce taux de 9% ne tient compte que des chômeurs dits de catégorie A et que beaucoup d'entre eux, beaucoup de demandeurs d'emploi finalement sont exclus de ce chiffre. Et quand on fait le calcul un peu plus détaillé d'essayer d'ajouter tous ces demandeurs d'emploi ou potentiellement demandeurs d'emploi qui n'entrent pas vraiment dans cette catégorie, eh bien nous aboutissons dans le cas de la France à un taux de chômage de 22%. Ce qui en fait n'est pas si éloigné que ça de la situation telle qu'elle est perçue par l'opinion publique. Donc, ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette frustration qui est perçue à tort ou à raison signifie qu'il faut s'attendre toujours à avoir un niveau de risque politique élevé cette année en Europe. Alors en chaque début d'année, quand on essaie d'anticiper où vont être potentiellement les points chauds pour l'année en cours, le premier réflexe, c'est de regarder les calendriers électoraux au niveau national. Alors cette année, a priori, ils sont assez légers. Uniquement un scrutin, bien sûr, important en Grèce à l'automne prochain. Peut-être quand même des élections anticipées à venir dans certains pays. Le risque n'est pas à exclure, en Espagne, en Italie, voire même en Allemagne. Mais finalement, une fois n'est pas coutume, la principale source de risque cette année viendra peut-être des élections européennes au mois de mai prochain, avec, vous le voyez derrière moi, la composition actuelle du Parlement, avec ses différents groupes parlementaires, donc en bas du graphique, et puis la projection du futur Parlement tel que ne l'indiquent en tout cas les derniers sondages sur la partie haute. Donc qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, deux tendances qui ne vont pas vous surprendre parce que ça reflète les tendances que nous avons observées dans les différents scrutins nationaux depuis maintenant 5 ans. Une montée des partis anti-européens qui sont plutôt en rouge sur les parties droites du graphique. Et puis la deuxième tendance, c'est plus généralement une plus grande fragmentation avec une perte d'influence des deux principaux groupes parlementaires qui, même à eux deux, ne devraient peut-être pas passer la barre des 50%. Et donc, qui dit plus grande fragmentation des parlements, au niveau européen comme au niveau national, vous le savez, ça signifie une plus grande difficulté pour trouver des consensus et prendre des décisions et bien sûr, réformer. Et le deuxième problème, il est que eh bien, ça reflète le fait que les opinions publiques dans chaque pays sont très polarisées, mais un autre souci est que eh bien, le problème aussi, c'est que eh bien, les opinions, les divergences sont aussi très marquées, non pas seulement au sein de chaque pays, mais entre pays. C'est ce qui ressort, et je m'arrêterai là-dessus, c'est ce qui ressort d'une enquête annuelle qui est réalisée par la Commission européenne, l'enquête Eurobaromètre, où eh bien, il est posé toute une série de questions dans chaque pays quant aux attentes à l'égard de l'Union européenne. Et pour chaque pays sur le graphique de gauche, nous avons fait ressortir quelle était la principale attente qui ressortait. Eh bien, pour tous les pays sur la partie gauche, c'est-à-dire ceux avec la barre en bleu, 18 des 28 pays de l'Union européenne, la principale préoccupation et la principale attente à l'égard de l'Union européenne, c'est une plus grande égalité en matière salariale. Et dans tous ces pays figurent à très grande majorité eh bien, des économies d'Europe du Sud et d'Europe centrale et orientale, dit autrement, celles qui ont le niveau de vie le moins élevé. Le problème pour l'Europe, c'est que de l'autre côté, eh bien, les économies les plus riches, celles qui apparaissent avec des barres avec des couleurs différentes, eh bien, pour elles, la principale attente à l'égard de l'Union européenne est complètement différente. Elles sont même différentes les unes des autres, et elles sont davantage liées à des problématiques sociétales. Besoin de sécurité, accès à l'éducation, pour n'en citer que deux, et vous voyez les autres derrière moi. Donc, conclusion de tout ça, ça veut dire que, 1, il est de plus en plus difficile, il est toujours très difficile de trouver des consensus au sein de chaque pays, mais il l'est tout autant de trouver des consensus entre les différents pays. Alors la seule bonne nouvelle dans ce contexte-là, c'est qu'il y a un sujet qui me semble ne pas faire débat, ou en tout cas beaucoup moins faire débat qu'auparavant, c'est celui de l'euro,
puisque 20 ans après sa création, eh bien, le soutien à l'euro n'a, semble-t-il, jamais été aussi élevé. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les entreprises en 2019 ? 1. S'il est difficile de trouver des consensus au sein de chaque pays et entre pays, eh bien, il faut toujours s'attendre à un niveau de risque politique très élevé cette année. La bonne nouvelle quand même pour les entreprises, c'est que l'euro n'est pas remis en cause, même dans les économies où le sentiment anti-européen, paradoxalement, a tendance à monter. Et or, l'euro et le marché unique, vous le savez, sont souvent les principaux remparts contre le protectionnisme. Donc c'est au moins une bonne nouvelle, parce que dans le même temps, je le disais dans la première partie, et c'est le message principal de ma présentation, eh bien, les entreprises vont devoir à gérer, pour la première fois depuis 2011-2012, à la fois à ce risque politique élevé et à les effets du ralentissement de la croissance qui est là pour durer. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.